Donc, Marc Delagno va reprendre la modération. Tout à fait. Alors, attendez, je vais fermer ça. Donc, ça va être très intéressant maintenant d'avoir le cadre juridique, après tout ce que nous avons entendu, qui nous permet peut-être, avec quelques limites, c'est certain, d'espérer évoluer. Et donc, je vais donner la parole à Maître Jean-Claude Amboise, avocat au barreau de Paris, qui va nous parler de l'article L 121.3 du Code de l'éducation. Oui, bonjour à vous tous. Donc, comme il a été dit, je suis avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la langue française et en droit des activités culturelles en général. Et j'ai soutenu des travaux de thèse de doctorat sur le droit de la langue française. Alors, je vais vous parler un peu des textes qui gouvernent l'emploi de la langue française, car la France a une tradition juridique d'intervention en matière linguistique. Et puis, je vous ferai part de leur application et j'émettrai quelques propositions pour terminer. Alors, je vous demande si je peux me permettre de m'écouter, parce qu'il n'y aura pas de diapositive, de diaporama à l'écran. La première fois que la France est intervenue dans le domaine juridique, c'était voilà maintenant plus de 40 ans. Donc vous voyez que la question linguistique en France, vue par le droit, n'est pas nouvelle. C'était Madame Alice Saunier-Séité, que vous avez peut-être connue dans les années 70, qui avait déjà, au regard d'une certaine domination de la langue anglaise, adopté une circulaire à l'égard des universités pour leur demander de prendre, je cite les termes de la circulaire, leur responsabilité pour assurer à la langue française la place qui doit lui revenir en France, c'est-à-dire d'enseigner le français aux étudiants français et aussi aux étudiants étrangers. La place de la langue étrangère, le recours à la langue étrangère devant se limiter, par exemple, à des stages de préformation pour les étudiants étrangers, mais pour les amener à la langue française. Plus tard, on a un autre texte qui est un texte fondamental, qui est la Constitution française, puisque avant 1992, il n'y avait pas de règles constitutionnelles qui concernaient l'emploi de la langue française en France. La Constitution était muette sur ce point. Et en 1992, un article 2, alinéa 1, a été ajouté à la Constitution. Et depuis 1992, la langue de la République est le français. Et ce qui veut dire concrètement que le français est la langue officielle et aussi nationale de la France. À la suite de ce texte et dans cette mouvance est venue une loi, je pense que vous connaissez tous, dont vous avez entendu parler, et M. Pagès, que j'écoutais tout à l'heure, je pense aussi, qui est la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui est une loi qui prend son fondement directement sur l'article 2, alinéa 1er de la Constitution. Alors c'est une loi large, qu'on peut considérer comme une loi linguistique et qui comprend plusieurs dispositions concernant l'enseignement. Elle pose comme principe d'emploi obligatoire le français dans le domaine de l'enseignement, dans les établissements publics et privés, dans toutes les matières d'enseignement, avec des dérogations. Alors, lorsque, évidemment, il s'agit de professeurs étrangers, lorsqu'il s'agit d'invités étrangers, et également pour les questions de co-tutelle des thèses,
pour des questions liées aux nécessités de l'utilisation des langues étrangères ou régionales. C'est ainsi, par exemple, que le Conseil d'État a pu admettre que dans une école de commerce, des épreuves puissent être soutenues en partie en anglais. Voilà, sur le fondement de cette disposition. Et puis aussi les écoles étrangères installées en France, les écoles offrant un caractère international dans leur enseignement. Donc une loi, certes, qui prévoit, puisqu'elle est toujours en vigueur, bien sûr, qui prévoit l'emploi obligatoire de la langue française dans l'enseignement, mais avec des dérogations relativement larges. Et donc, cette loi a reçu, comme je l'ai dit, quelques applications, mais très vite est arrivé quelque chose qui a un peu changé la donne, qui a un peu bousculé, si je puis m'exprimer ainsi, le système, qui est, et je pense que vous le connaissez tous, le processus de Bologne. Le processus de Bologne, quelques mots sur ce processus. Vous vous souvenez peut-être, en tout cas pour un certain nombre de personnes ici présentes, qu'en 1998 a eu lieu à la Sorbonne une manifestation importante avec Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et trois ministres de l'Éducation nationale de différents pays, d'Italie, du Royaume-Uni et d'Allemagne, qui se sont mis d'accord pour mettre en place un système européen d'enseignement supérieur. C'est ce qu'on a appelé la déclaration de la Sorbonne en mai 1998, pour être précis, et qui résultait d'un rapport établi par Jacques Attali, que je présume tout le monde connaît ici. Et cette déclaration de la Sorbonne a été présentée à différents pays, et 29 pays ont signé 2 ans plus tard, si ma mémoire ne me fait pas défaut, une déclaration justement de Bologne, la déclaration de Bologne, qui a donc renforcé cette mise en place d'un système européen d'enseignement supérieur. Et je suis sûr que vous connaissez tous ici les systèmes de ECTS, vous savez, pour compter les différents enseignements, les unités d'enseignement, le système LND aussi, le terme master, dit en anglais master. Donc tout ce processus, donc c'est l'illustration de ce processus de Bologne qui continue, puisque l'objectif de ce processus, je le répète, c'est la mise en place d'un marché de l'enseignement supérieur. Et actuellement, 47 pays sont membres de ce processus de Bologne, dont par exemple la Russie, Chypre, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment très important. Alors, que s'est-il passé sur le plan interne? Est-ce que la loi du 4 août 1994 est restée telle qu'elle? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'article 11, qui concernait la langue d'enseignement, a été retiré de la loi. On l'a retiré et on l'a intégré dans l'article L. 121.3 du Code de l'éducation, donc celui dont on va un peu parler aussi. Donc on a retiré, comme je l'ai dit, l'article 11 de la loi pour l'intégrer dans le Code de l'éducation. Sur le fond, aucun changement, mais sur la forme, plusieurs changements. Le premier, c'est que la loi Toubon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'asseyait sur la Constitution, en citant la Constitution, en disposant que la langue des échanges, des services publics, de l'enseignement est le français, etc. Dans le Code de l'éducation, tous ces éléments de préambule ont disparu. Un préambule, c'est un peu une introduction, si vous voulez, qui aide un peu le juge à pouvoir interpréter les dispositions. Et puis, la loi du 4 août 1994 se terminait par la maîtrise de la langue française et la connaissance de 2 langues
pas forcément étrangères, de langue, sont des objectifs fondamentaux de l'enseignement. Et cette disposition finale qui terminait la loi du 4 août 1994 s'est retrouvée en tête dans le code de l'éducation. C'est-à-dire que le juge, dès qu'il lisait le code de l'éducation, il voyait que c'était la maîtrise de la langue française et la connaissance de langues. C'est tout de même très différent que ce type de disposition figure en tête d'un texte, c'est-à-dire que le juge est lié par cette première disposition, qu'en disposition finale où finalement le poids, la valeur symbolique est moindre. Et pendant plusieurs années, puisque le Code de l'éducation, avec cet article L121.3, issu du processus de Bologne, est entré en vigueur en 2002. Donc pendant 11 ans, on a vécu sur cet article L121.3 du Code de l'éducation. Sachant que, comme vous l'avez remarqué, il s'agissait jusqu'à maintenant de limiter l'emprise de l'anglais. C'était l'objectif des gouvernements et du pouvoir exécutif en place. Et avec donc la loi Fioraso, dont M. Pagès a parlé tout à l'heure, donc là, ici, on n'est plus du tout dans le même esprit, puisque là, c'est au contraire ouvrir des exemptions à plus de possibilités d'utiliser l'anglais. Donc, je vais continuer en vous parlant du nouvel article, L121-3, tel qu'il résulte de la loi du 22 juillet 2013, que vous connaissez tous sous le nom de loi Fioraso. Alors, cette loi, qui est devenue, comme je vous l'ai dit, l'article 121.3 du nouveau code de l'éducation de l'époque, élargit les exemptions aux établissements français qui ont des relations avec les établissements étrangers, dans le cadre de programmes internationaux, dans le cadre aussi de diplômes transfrontaliers. Donc, il y a tout de même de grandes exemptions par rapport au texte initial. Et alors, devant tout de même l'inquiétude qu'a entraîné la disposition initiale de cette disposition, il a tout de même été prévu d'ajouter le français pour les étudiants étrangers. C'est-à-dire, certes, les cours pouvaient être en anglais, mais les étudiants étrangers non francophones, il est prévu qu'ils doivent suivre des cours de français et qu'il y a une accréditation qui est délivrée si des cours de français sont délivrés. Voilà. Mais c'est tout de même une des exemptions supplémentaires à l'emploi obligatoire de la langue française. Donc 2013, maintenant on est en 2018. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les effets de la loi, de voir si la hausse, comme l'a souligné M. le professeur Grain, le recours toujours croissant à l'anglais a entraîné je dirais par exemple une amélioration du classement des universités internationales, qu'elles soient françaises ou francophones. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de diaporama, mais je vais parler lentement, comme ça vous allez, je pense, pouvoir voir un peu ce qui s'est passé depuis 2013, la date de l'adoption du nouveau Code de l'éducation, et maintenant. Donc, on a 5 ans, je pense qu'en 5 ans, on peut voir si les exemptions à l'emploi obligatoire de la langue française ont eu des effets positifs sur le classement des universités françaises dans le monde, puisque c'était tout de même l'objectif, l'attractivité des universités françaises pour être classées, évidemment, dans de meilleures positions dans les classements internationaux. Alors j'ai choisi, je ne vais pas être très original, j'en conviens, mais je crois que tout le monde connaît ce classement, qui est le classement de Shanghai, que tout le monde connaît. Alors je vais vous dire
un peu en 2013, les 10 premières universités, je ne vais pas toutes vous les citer, mais étaient toutes des universités soit américaines ou anglaises. 8 universités américaines dans les 10 premières du classement et 2 universités anglaises. La première université américaine, c'est Harvard University. Et puis, en 5e position, on avait l'université de Cambridge et en 10e position, l'université d'Oxford. Et on avait dans les 100 premières universités, 4 universités françaises. Donc, je répète, en 2013, l'université Pierre et Marie Curie en 37e position. En 39e, l'université Paris-Sud. En 71e, l'École normale supérieure. Et en 97e position, l'université de Strasbourg. Alors, 5 ans après, y a-t-il eu du changement avec ces exemptions en faveur de l'anglais? Alors, pour les universités du monde, on trouve toujours 10 universités, soit américaines ou anglaises, donc toujours 8 universités américaines et 2 anglaises, toujours l'université Harvard en première position, toujours les 2 universités anglaises, l'université de Cambridge et l'université de Oxford, pardon. Et puis pour les universités françaises, dans les 100 premières, sont-elles plus nombreuses qu'en 2013? Eh bien non, elles sont toujours 4, avec l'université Sorbonne Université, que vous connaissez, qui est l'élargissement de l'université maintenant Pierre et Marie Curie, qui a gagné une place en 5 ans, l'université Paris-Sud, qui en a perdu 3, l'École normale supérieure de Paris, qui en a gagné 7, et puis il n'y a plus d'université de province classée parmi les 100 premières universités, puisque l'université de Strasbourg ne fait plus partie des 100 premières universités. Alors que peut-on en dire? Eh bien qu'en fait, les exemptions n'ont pas du tout entraîné une hausse du classement des universités françaises, voire même, je dirais, une baisse, puisqu'il n'y a plus aucune université de province qui est classée. Et je crois que ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Et comme l'a dit monsieur le professeur Crin, le fait qu'en fait, il n'y ait aucune amélioration de la place des universités françaises dans les classements internationaux montre que finalement l'anglais est un peu mythique. C'est-à-dire que c'est un peu la baguette magique qu'on montre, qu'on présente pour dire on va gagner des places parce que c'est en anglais. Et en fait, non. Pourquoi? Parce que, en fait, avec l'anglais, et monsieur le professeur Crin l'a dit aussi, il y a une baisse de la qualité de l'enseignement, puisque tout le monde ne parle pas anglais. Il y a aussi, et c'est un problème important, une diminution de l'attrait de l'université française dans les pays francophones, parce que dans les pays francophones, évidemment, on a tendance à aller vers le français et vers la France. Si les enseignements se font en anglais, on va directement au Royaume-Uni et aux États-Unis, d'où d'ailleurs dans le classement aucune amélioration pour les universités françaises. Et le troisième point, c'est que ça peut vraiment mettre dans une position très difficile pour l'avenir la francophonie, parce que si les enseignements se passent en anglais et si on ne fait rien, le risque c'est que petit à petit les étudiants francophones se détournent de la langue française, de l'université française, et avec des risques d'anglicisation des enseignements supérieurs, notamment en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, maître.